Hey, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Je me suis préparé un petit tabouret, on va s'asseoir parce que j'ai d'autres trucs à vous dire. Il y a des choses qui vont changer. Toi aussi tu veux parler? Ouais. Par contre, je dois bosser là. Voilà. Coucher. Bon, on va commencer. Eh bien, bienvenue sur Copo & Co. Et tout d'abord, toutes mes excuses. C'est vrai que si vous êtes des adeptes de la chaîne, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de vidéo. Et même au-delà de ça, c'est vrai que le rythme des vidéos a eu tendance à s'écarter ces derniers mois pour une très bonne et simple raison. C'est qu'il y a des changements dans ma vie personnelle et professionnelle, mais je vais vous expliquer tout ça. Et pour résumer ces deux changements, il y a deux feuilles A4 qui font le travail très très bien. Je vous les présente. Voilà, voilà. Alors, si vous me suivez sur Instagram et Facebook, vous avez déjà eu peut-être vent de cette nouvelle-là. Sinon, je vous l'annonce. En fait, il s'avère que l'année dernière, donc sur l'année scolaire 2021-2022, je me suis inscrite au CAP menuiserie fabricant de meubles agenceur en candidat libre. Je l'ai eu. Du coup, j'avais entre-temps développé une activité de menuiserie. Le problème, c'est que entre Copo & Co, qui prend déjà beaucoup de temps, mon activité professionnelle à temps plein, qui elle aussi prend beaucoup de temps, les derniers travaux que j'avais à faire dans l'atelier, que je vous ai documenté notamment cet été, eh bien, même si j'ai eu déjà des chantiers qui m'ont été proposés pour mon activité de menuiserie, c'était très délicat pour moi d'assurer, parce qu'en fait, j'avais pas de temps pour faire les devis, les chantiers, etc. Donc là, par exemple, j'ai un meuble qui est en cours, mais qui aurait déjà dû être terminé il y a très longtemps. Il faut savoir aussi, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que j'ai investi il n'y a pas très longtemps dans cette scie à chariot, que j'ai aussi acheté un grand camion. En gros, au cours des 6 derniers mois, j'ai investi plus de 20 000 € dans le cadre de cette future reconversion professionnelle. Et il était temps que je passe le cap, ce qui explique en fait que cette semaine, j'ai présenté à mon employeur une demande de mise en disponibilité parce que je suis fonctionnaire, ce qui explique aussi que je n'avais pas forcément accès à des formations et que j'ai passé mon diplôme en candidat libre. Alors je voulais vous expliquer un petit peu tout ça, parce qu'évidemment ça va avoir un impact sur la chaîne qui en théorie va être positif, parce qu'évidemment si je me libère de mon temps plein au service juridique de la mairie où je travaille, eh bien évidemment je vais avoir peut-être plus de temps pour de nouveau avoir des projets à réaliser, avoir envie de les monter, parce qu'il faut savoir qu'une vidéo que vous mettez 15 minutes à regarder va prendre des dizaines d'heures de montage et de tournage, et ça évidemment c'est très chronophage et c'est difficile à caler dans un emploi du temps quand au final on n'a pas forcément de rémunération dessus, parce que vous l'imaginez peut-être, ou alors au contraire vous l'imaginez dans le mauvais sens, mais c'est pas YouTube qui paye les factures, très loin de là. Bref, tout ça c'est un beau prétexte pour vous expliquer un petit peu comment s'est passé l'année dernière, comment s'est passé la préparation de ce CAP en candidat libre. Je vais vous expliquer les sources que j'ai utilisées, que ce soit sur internet, en papier, la méthodologie que j'ai appliquée. Je vais vous expliquer aussi comment s'est passé l'examen, parce que c'était plutôt intéressant et j'ai quand même pas mal de choses à vous dire là-dessus. Et puis je vais vous expliquer du coup la suite de mon activité professionnelle. Bref, c'est parti, je change de vie. Et te revoilà. T'es mignonne mais je bosse là, tu sais. Allez, on va partir sur le pourquoi du comment déjà. Pourquoi est-ce que je me suis inscrite au CAP menuiserie et surtout pourquoi je l'ai passé en candidat libre. Alors pourquoi? Eh bien déjà parce que la vie de bureau que j'ai depuis que je travaille ne me plaît guère, elle est alimentaire et c'est déjà très bien, mais je m'amuse pas du tout dans mon travail. Et puis les conditions d'exercice des missions qui m'étaient confiées ont eu tendance un petit peu à se détériorer, malgré le fait que je lançais des drapeaux de temps en temps et que j'expliquais qu'il y avait des façons de faire qui pourraient nous faciliter la vie à tous, c'était pas forcément entendu. Donc plutôt que de finir comme une vieille grincheuse fonctionnaire, j'ai décidé de prendre les choses en main et de trouver une porte de sortie. Il y a beaucoup qui me disent « mais c'est parce que tu as une passion que tu t'en vas ». Non, c'est parce que j'ai besoin de m'en aller que je me suis trouvé une porte de sortie, et notamment par la voie de ce diplôme. Alors pourquoi est-ce que j'ai passé le diplôme? Tout d'abord parce que je voulais m'installer comme menuisière agenceur. Il faut savoir que pour s'installer comme fabricant de meubles, et même avec le titre d'ébéniste, on n'a pas besoin de diplôme. Voilà, c'est pas réglementé. Par contre, si on veut s'appeler menuisier ou agenceur, il faut avoir un titre et il faut avoir au minima un CAP. Donc moi, le CAP, c'était déjà pour pouvoir avoir le titre et surtout pour me jauger.
j'étais convaincue de pas forcément avoir le niveau. Donc je me suis dit, bah voilà, tant pis, je me lance et puis on verra bien ce qu'il en ressort. Donc il faut savoir que les diplômes, vous pouvez les passer sans avoir de formation ou sans suivre de formation en présentiel ou à distance. C'est ce qui s'appelle passer un diplôme en candidat libre et c'est ce que j'ai fait. Alors pour les sessions du mois de juin, hein, c'est en général ça en même temps que le bac, eh bien vous devez vous inscrire quand même pas mal de temps à l'avance. En ce qui me concerne, je crois que les inscriptions étaient en novembre-décembre. Donc si vous envisagez de passer le CAP, regardez le calendrier de votre académie et ne ratez pas le coche parce qu'au-delà, vous ne pourrez pas le faire. Pour ce CAP, du coup, vu que je suis déjà titulaire d'un bac plus 4, eh bien j'ai été dispensée, et ça c'est très bien, des épreuves basiques de français, maths, histoire, sport, etc. Parce que du coup c'était considéré comme déjà acquis par le biais de mes précédents diplômes. Et donc dans mon département, et peut-être même dans le département voisin où j'ai passé certaines des épreuves, on était 4 à le passer en candidat libre, on avait 4 épreuves à passer. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça brièvement, et puis surtout je vais vous expliquer dans l'ordre chronologique comment s'est passée ma préparation. Parce que je vous avoue très clairement, j'aurais passé l'épreuve en candidat libre il y a 30 ans, ça aurait été beaucoup moins simple, parce que j'aurais pas eu les ressources, notamment liées à Internet, qui m'ont été vraiment d'une super grande aide. Et d'ores et déjà, je vais remercier l'Atelier du Renouveau qui lui-même avait documenté ses expériences en 3 vidéos, il me semble. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube dans le descriptif. Et ça m'a vraiment été très instructif pour savoir comment me préparer, à quoi m'attendre, quel manuel prendre, etc. Donc encore merci à lui d'avoir pris le temps de partager ça. Ensuite, Internet, ça m'a permis d'avoir beaucoup d'informations et surtout des vidéos pour savoir comment utiliser certaines machines d'atelier. Parce que autant j'ai des connaissances, autant j'ai de la logique et je dispose moi-même de certaines petites machines, autant je n'ai pas les machines d'atelier que je devais utiliser chez moi. Donc j'avais pas de tenonneuse, j'avais pas de toupie, j'avais pas de mortaiseuse, enfin plein de choses comme ça. Donc le fait de voir certains professionnels expliquer le fonctionnement de ces machines sur Internet, eh bien ça m'a beaucoup aidé. Donc par exemple, Graines de Copeaux, qui a une chaîne ressources incroyable, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, ça m'a vraiment aidé, donc encore merci beaucoup pour tout ça. Donc la préparation de ce concours, eh bien en fait ça a commencé du mois de décembre jusqu'au mois de juin. J'ai étalé ça tous les soirs quand la famille était couchée et c'est passé par des fiches Bristol, hein. On a tous différentes façons de travailler. Mais en ce qui me concerne, j'ai relancé le marché de la fiche Bristol. Je vous fais voir la preuve en image. Voilà, en fait je me suis synthétisé des manuels que je vais vous présenter et donc je me suis fait des petites fiches et l'idée c'était vraiment d'avoir une reformulation et quand on écrit on en apprend mieux et surtout d'avoir une synthèse parce que tout n'est pas forcément intéressant et c'est ça qui est compliqué parce que les manuels qu'on a ne sont pas dédiés à un diplôme mais parfois à plusieurs diplômes, donc c'est difficile de faire le tri dans les manuels que l'on va recevoir pour savoir ce qui est pertinent ou ce qui ne l'est pas. Alors pour faire ces fiches Bristol et surtout pour apprendre beaucoup de choses sur les métiers du bois, eh bien j'ai utilisé les fameux manuels technologie des métiers du bois qui sont sortis aux éditions du Node. Alors ça je vous mettrai le lien dans le descriptif sous la vidéo. L'Atelier du Renouveau les avait aussi utilisés et c'est vraiment des sources d'informations géniales. C'est très bien expliqué, les versions ont été mises à jour il n'y a pas très longtemps et en fait voilà, vous avez beaucoup d'informations et si vous vous lancez dans le CAP sans avoir regardé les annales ou sans avoir regardé ces manuels-là, vous allez peut-être vous en sortir si vous avez un bon niveau, mais il y a quand même quelques passages techniques ou quelques acquis liés à la profession qu'il est nécessaire de connaître. Et si vous n'avez pas cette méthodologie-là, c'est dur de les retranscrire. C'est pas impossible de vous débrouiller, d'avoir le diplôme et d'avoir 10 de moyenne, hein. C'est pas ce que je dis. Mais si vous voulez faire les choses bien, et c'était un petit peu mon idée, eh bien, il vous faut quand même ces manuels-là pour pousser un petit peu plus loin et avoir des connaissances sur des exercices imposés qui font partie notamment du CAP. À titre d'exemple, un des passages imposés du CAP, eh bien, ça va être de compléter un contrat de phase. Et un contrat de phase, en fait, c'est un document technique qui permet d'inscrire les différents usinages que l'on veut sur une pièce et sur une machine avec l'utilisation d'une machine donnée. Et donc, vous avez par exemple des symboles d'immobilisation des pièces. Si vous ne les connaissez pas, même si pendant l'épreuve, vous avez un petit mémo sur certains schémas types, eh bien, ça ne vous dit pas comment les utiliser, où est-ce qu'il faut les positionner. Il y a des petites épreuves imposées qu'il est vraiment important de voir si on veut faire les choses bien et le mieux possible. Donc voilà, ces manuels-là, je vous les recommande, même pour votre culture générale, vraiment super intéressant. Et en ce qui me concerne, moi je vais les garder dans mon atelier ou pas loin de mon atelier, dans mon bureau, parce que je sais que ponctuellement, je vais avoir des petites choses que je vais pouvoir piocher et qui vont m'être très pratiques pour le futur. Donc pour m'aider dans cette préparation de concours, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai consulté les annales des concours précédents
Donc ça aussi c'est disponible en ligne, je vous mets le descriptif sous cette vidéo-là. Ça m'a permis de voir à quoi m'attendre quand même dans les épreuves et de jauger un petit peu des aptitudes qui étaient requises. Alors en parlant d'aptitudes, c'est vrai que moi quand j'ai expliqué un petit peu à mon entourage que je passais le CAP, eh ben, souvent le discours commun c'était, bon de toute façon on envoie des élèves qui sont pas bons en filière générale, et puis ils arrivent quand même à l'avoir, hein, donc il n'y a pas de problème, tu l'auras aussi. Bon déjà en plus de dévaloriser la filière, eh ben, ça démotive un petit peu parce qu'on se dit ouais de toute façon s'il le donne à tout le monde ça vaut pas le coup. Et là vraiment je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, si je l'avais passé il y a 30 ans, je pense que le niveau d'exigence aurait été vraiment au-delà, et peut-être aussi la valeur du diplôme aurait été au-delà. Parce que c'est vrai que le niveau tend à diminuer, et je l'ai bien vu en consultant les annales, c'est des choses qui sont de moins en moins compliquées malgré tout. Ça n'enlève pas le fait que quand on a une super bonne note au CAP, c'est qu'on l'a mérité, qu'on a travaillé pour. Mais concrètement, si vous faites un meuble tout pourri mais qui tient, vous avez limite 10 de moyenne quand même. Et ça c'est un petit peu dommage parce que du coup, un CAP qui a 10,2, c'est pareil qu'un CAP qui a 19, c'est un CAP. La note, vu qu'il n'y a pas de mention dans les CAP, c'est dur de distinguer en fait le niveau des candidats. Pour la petite histoire, j'ai eu 17 de moyenne, ce qui est très bien parce que quand je me suis inscrite 7 mois auparavant, j'étais sûre de ne pas avoir le niveau. Donc je suis très contente de ma note, mais je suis très déçue parce que ça veut dire que j'ai fait des erreurs ou que j'avais des connaissances qui me manquaient. Et donc d'un point de vue personnel, j'aurais aimé répondre mieux à toutes ces questions et ces épreuves. Mais bon, 17 de moyenne, pour une fille qui n'a pas fait la formation, c'est quand même déjà pas mal. Allez, maintenant je vous présente les différentes épreuves. Première épreuve que j'ai eu à passer, c'était une épreuve sur environnement, prévention, qualité, etc. de vie, je sais pas quoi. Un truc très bateau, et là pour le coup les gars, c'est pas la peine d'acheter un manuel. Hein. Alors regardez quand même les annales parce que vous allez voir, il y a des petits exercices imposés avec des situations où il faut remplir des bulles pour voir qui c'est qui est la personne en cause, quel est le risque qu'elle encourt, la solution à proposer, bref. Mais c'est de la logique et les réponses sont généralement dans les questions. Par exemple, il y a un petit exposé à un moment moi, que j'ai eu, c'était un tel fait du vélo pour aller travailler, comme ça il n'est pas stressé et puis voilà, et c'est bon pour le moral de faire du sport. Quelles sont les qualités de faire du vélo pour aller travailler? Vous voyez, c'est un peu le principe. Donc après, il y a des étiquettes de produits, il faut dire si c'est corrosif, si des choses comme ça. Vous verrez les annales, mais franchement, ça n'a rien de bien méchant. Et en plus, le coefficient est extrêmement bas. Donc ça, c'était la première épreuve qui était écrite, et il y en avait une seconde. La seconde épreuve écrite, là, je vous conseille vraiment de vous préparer, parce qu'il y a un petit peu de dessin technique, il y a des contrats de phase à compléter, il y a du choix de quincaillerie, il y a de la lecture de plans, vraiment beaucoup de lecture de plans à chaque fois, tous les ans. Et là, il faut quand même plus se préparer, et c'est une épreuve qui dure plus longtemps et qui a un plus gros coefficient. Donc là, on est sur un coefficient 4 pour 3 heures d'écrit. Concrètement, les 3 heures ne sont pas forcément nécessaires. Donc soyez-en assurés, vous aurez largement le temps de remplir votre copie, à mon sens. D'ailleurs, en parlant de ça, mon CAP s'appelle Menuisier fabricant de meubles, mobilier, agencement. Il me semble avoir entendu dans les couloirs de par les formateurs que la section agencement serait distincte des autres spécialités, et ça ferait l'objet d'un CAP séparé. Donc il semblerait que ce soit la dernière année où l'agencement était intégré avec la menuiserie dans le CAP. À vérifier. Donc pour l'analyse de cette situation professionnelle, on a une copie à remplir, et pour nous aider à remplir cette copie, eh bien, on a un dossier ressources avec traditionnellement des produits qui sont présentés façon catalogue, des outils qui sont présentés façon catalogue où il va falloir choisir le bon outil de coupe, choisir la vitesse de rotation, etc. Et puis on a aussi un dossier technique qui nous présente un projet qu'il faudra réaliser. Donc en l'occurrence, c'était un petit meuble télé avec une petite porte coulissante et un tiroir. Et donc on nous pose des questions sur ce meuble, on nous pose des questions sur ses codes, sur les choix, etc. Et donc voilà, tout le dossier, c'est vous avez ce projet à réaliser en atelier et il nous pose des questions, il faut les remplir. Il faut savoir que traditionnellement, le projet qui est présenté ici est justement le projet qu'on aura à faire en atelier juste après. Donc vous pouvez garder ces dossiers ressources-là et puis voir le procédé de fabrication qui est proposé, etc., les indications qui sont données, parce que c'est probablement ce que vous serez amené à faire en épreuve pratique en atelier. Donc pour ce qui concerne les épreuves théoriques, pas spécialement de difficulté. Voilà, il faut avoir trousse, crayon, tout ce qui va bien. Calculatrice type collège non programmable. Et me voilà donc dans le CFA du département d'à côté pour faire la première épreuve pratique qui dure 14 heures, donc là on en a pour 2 jours, et qui s'intitule « Fabrication d'un ouvrage de menuiserie, mobilier ou agencement ». Et donc pour ça, là encore, on a un dossier technique
Et puis on a aussi une proposition de guidance où on nous propose des étapes à suivre pour réaliser notre production. Voilà, donc on a tout qui est un petit peu décrit, on a des rappels sur ce qu'il faut faire, et puis surtout on a tout un tas de plans. L'une des règles pour les épreuves pratiques, et on vous l'envoie bien avec votre convocation, c'est que vous devez avoir une boîte à outils qui est strictement conforme à des items qui sont vraiment bien énumérés, en quantité et en désignation. Chasse-clous, tournevis, embout, etc. Et moi, en bonne élève, j'ai suivi exactement tous ces items-là. Et première épreuve dans la fabrication du meuble, réalisation d'une épure. Et bien moi, par exemple, il y avait marqué qu'on n'avait pas le droit de prendre un grand réglé. En tout cas, il n'y avait pas marqué que c'était autorisé. Donc pour moi, c'était interdit. De même que rapporteur, choses comme ça. Et ben donc, j'étais bien contente que les copains m'en prêtent, les autres candidats, et je les remercie d'ailleurs. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est l'atmosphère pendant les épreuves pratiques, parce qu'en fait, on était tous dans un CFA, dans un grand atelier, chacun avec un établi. Et en fait, on pouvait échanger, discuter, etc. On pouvait se prêter des outils, on pouvait se filer la main quand on avait besoin de transporter un meuble, etc. Donc ça, c'était vraiment super. Et d'ailleurs aussi, je voudrais remercier et féliciter tous les encadrants qui se sont succédés, parce que c'était super intéressant. Ils n'étaient pas là pour faire le travail à notre place. En tout cas, moi, ils m'ont pas fait mon travail à ma place. Mais par contre, ils étaient là pour dire, voilà, attention, tu penseras à ça, ça, tu peut-être essayer de cette façon, etc. Et donc, voilà, ils étaient là en support, et c'était vraiment super cool, parce que moi, j'ai appris beaucoup de choses aussi durant l'épreuve. Et donc voilà, ça, je les remercie et je les embrasse. Par contre, voilà, n'hésitez pas, même si c'est marqué le contraire, à prendre une boîte à outils beaucoup plus garnie que ce qui est mis sur la liste. Parce que finalement, vous allez être pénalisé dans la réalisation de vos épreuves. Il faut savoir que le CFA va vous mettre à disposition de l'électroportatif ou des consommables qui sont propres à la réalisation de votre mobilier. Mais par contre, tout ce qui est petit outillage, crayon, traçage, découpe, etc., maintien, vous allez avoir des sergents sur place, mais n'hésitez pas à en emmener aussi de votre côté, à prendre ce qui est sur la liste, mais à prendre aussi d'autres choses, à multiplier les équerres par exemple, ça c'est des choses qui m'avaient manqué, ou à multiplier les outils pour la mesure. Donc moi par exemple, la fois d'après, j'avais 2 réglés, un petit, un grand, et ça m'a vraiment beaucoup plus aidé. En tout état de cause, merci aux copains qui m'ont prêté leur outillage, et moi-même, par moment, c'est moi qui ai prêté des ciseaux à bois que les copains n'avaient pas dans les bonnes dimensions, etc. Donc un super état d'esprit. Mais voilà, faites attention à cette liste, parce que dans les faits, on vous dit que c'est limitatif, mais ça ne l'est pas du tout. Et au contraire, si vous vous limitez à ça, vous allez être clairement pénalisé. Donc l'épreuve s'est déroulée sur 2 jours. J'ai suivi à peu près la guidance. Quelques difficultés pour utiliser des machines d'atelier, donc ma stratégie c'est de regarder comment les autres s'y prenaient. Et puis d'enquiller. Et puis aussi, j'avais aussi regardé beaucoup des vidéos de graines de coco dont je vous ai parlé précédemment, ce qui m'a beaucoup aidé notamment sur la tenonneuse, sur la toupie, etc. Donc j'ai pas eu de soucis majeurs, j'étais bien contente et ça m'a fait aussi des nouvelles expériences avec des nouvelles machines et ça c'était plutôt cool. En passant, petit coucou aussi aux élèves du CFA qui m'ont reconnu pendant l'épreuve. Moi j'étais en mode discrète et en fait je me suis fait plutôt rapidement griller. Donc je les embrasse s'ils nous regardent, c'était super cool de les voir et en plus après j'ai vu certaines de leurs réalisations qui étaient vraiment au-delà. Je crois que c'était préparation de DP notamment, avec des super tables, etc. Donc bravo à eux. Franchement, vous avez trop de la chance de faire des formations dans des métiers qui vous plaisent avec des équipements de cette qualité-là. Donc je vous souhaite un bon avenir professionnel et je doute pas que vous allez réussir dans ce que vous faites. Donc ça, c'était la première épreuve pratique. Et enfin, on a enquillé quelques jours plus tard avec la dernière épreuve pratique. Autant dire que cette fois-ci, j'avais limite déménagé la moitié de mon atelier. J'avais tout ce qu'il fallait. Et surtout, j'avais beaucoup d'électroportatifs et ça m'a beaucoup aidé. Parce que du coup, même si le CFA met à disposition une petite ponceuse, une défonceuse, tout le monde en a quasiment toujours besoin en même temps. Donc si vous avez votre propre matériel, c'est quand même vachement plus agréable. N'oubliez pas une petite multiprise, une petite rallonge, ça va vous aider à tout transférer sur poste de travail. La dernière épreuve de quoi il s'agit, c'est une épreuve d'agencement. Du coup, je ne suis pas sûre que vous l'aurez si vous vous inscrivez cette année, parce qu'en théorie, elle aurait disparu. Et donc, on avait chacun un petit espace de travail où il fallait faire un petit agencement conformément aux consignes qui nous étaient données. Donc pour ça, on retrouve évidemment le dossier technique avec tous les plans, les descriptifs, les cotations à respecter, les angles, etc. Alors ce qui me concerne, c'était soi-disant un petit bureau, petit le bureau, hein, avec vous voyez, des petites inclinaisons à respecter, 82 degrés de pente.
Donc là encore, j'étais contente par exemple d'avoir pris un rapporteur numérique, ça m'a pas mal aidé. Et puis on a aussi du coup le sujet de pause avec là encore une guidance qui est proposée. Mais par contre cette épreuve là elle dure moins longtemps, elle dure 7 heures avec une bonne pause déjeuner au milieu. Donc voilà, je vais vous mettre des petites photos des réalisations à chaque fois, comme ça vous verrez à peu près ce que ça représente. J'étais plutôt contente de ce que j'avais fait, mais au final voilà, j'ai peut-être un peu pénalisé. On m'a notamment dit que le ponçage n'était peut-être pas suffisant. Moi je trouvais déjà que c'était pas mal suffisant. Mais bon, j'ai rendu quelque chose de propre qui correspondait aux demandes, donc j'étais plutôt contente du résultat. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'autres... Et c'est vrai que voilà, le fait d'être calme et posé, ça aide beaucoup parce que voilà, il y avait des collègues durant l'épreuve qui ont fait des grosses erreurs, qui ont coupé trop court. Donc on répète, hein, on mesure 3 fois, on coupe qu'une seule, comme dirait Yann, de de la chaîne Kreh Birkenwald qu'on embrasse. Donc voilà, il y en a beaucoup qui ont fait des erreurs énormes durant les 2 épreuves pratiques, mais au final ils ont tous eu le CAP, donc pas d'inquiétude là-dessus. Et du coup voilà, il faut pas se stresser, il faut être organisé dans son poste de travail. Donc n'hésitez pas à emmener des servantes, des boîtes de transport, ça vous aidera à mieux positionner vos outils parce que malgré tout, eh bien l'endroit qu'à disposition pour travailler durant l'épreuve d'agencement va être beaucoup plus réduite que durant l'épreuve de fabrication de mobilier où là vous avez carrément un établi, une petite servante à côté, etc. Donc qu'est-ce que je retire de toute cette expérience? Et bien qu'au final j'ai visiblement le niveau d'un CAP. Voilà, 17 de moyenne, sans formation dans un centre de formation, etc. Moi vraiment quand je me suis inscrite j'étais sûre de ne pas avoir le niveau et j'ai cherché désespérément des formations. Il faut savoir qu'étant fonctionnaire, j'ai très peu de formations qui s'offrent à moi, sauf à m'engager à devenir menuisière dans la fonction publique territoriale, ce qui n'est évidemment pas mon objectif. Donc il a fallu que je me débrouille par moi-même. Pareil, compte de formation personnelle, très difficile à mettre en œuvre, il y a très peu de formations éligibles. Celles qui le sont durent en général 9 mois. Et du coup, il aurait fallu que j'arrête mon travail, que je me dispense de mon salaire et que je débourse la modique somme de 10 000 €. Ce qui n'était pas envisageable. Au final, je regrette vraiment pas la stratégie que j'ai adoptée, à savoir les chaînes YouTube. Il y a du bon et du mauvais, hein, même sur la mienne, on s'en cache pas. Mais ça, en complément des manuels et du travail sur les annales des examens, et ben, ça fait quand même une bonne préparation si on est assidu et régulier. Et ça m'a fait une super expérience. Je me suis inscrite en étant sûre de ne pas avoir le niveau. Je suis repartie avec beaucoup de confiance. Et voilà, je suis très contente de ce que j'ai appris, des gens que j'ai rencontrés. C'était une super expérience. Et en plus, ça me motive à changer ma voie professionnelle. D'ailleurs, en parlant des petites réalisations qu'on a faites durant l'examen, il faut savoir qu'on a potentiellement la possibilité de les récupérer au bout d'1 an. Parce que tant que le délai d'1 an n'est pas passé, il peut y avoir des recours de la part de certains candidats. Donc pendant 1 an, ils doivent garder les épreuves, les sujets d'épreuves réalisés dans les locaux. Et potentiellement à la fin, soit c'est détruit, c'est pareil, je pense qu'ils pourraient peut-être les donner, non? Mais on nous assure que ça serait détruit. Ou alors, eh bien, potentiellement on peut les racheter en contrepartie du paiement du coût des matières premières. Donc moi je me suis mis un petit rappel dans l'agenda et je compte bien récupérer ça dans quelques mois. Donc c'est quoi les suites? Est-ce que je continue Copo & Co? Est-ce que je continue pas? Je me suis très clairement posé la question et j'ai décidé de continuer. Tout ça parce que même si je ne vais plus avoir de salaire officiel à partir de janvier 2023, eh ben, j'ai développé des activités avec Copo & Co qui en théorie vont me permettre d'avoir quelques petites rentrées financières. C'est pour ça aussi que vous verrez peut-être quelques posts sponsorisés de temps en temps sur mes réseaux parce que ce sont des marques qui ont décidé de me soutenir dans ma reconversion et donc ça me permet d'avoir des rentrées financières parce que tant que je n'ai pas une activité 100% menuiserie avec 100% de mes semaines qui sont remplies par des chantiers, évidemment, il y a un déficit et moi j'ai une maison à payer et des enfants à nourrir. Donc voilà, c'est pour ça que Copo & Co m'aide beaucoup dans ça, dans le sens où j'ai accès à des rentrées d'argent accessoires, notamment j'écris des articles pour la presse, hein. Il y avait un article le mois dernier dans Voix Plus, il y en a un dans le mois à venir dans Système D, et donc toutes ces petites collaborations, en plus de certains posts sponsorisés sur Instagram, Facebook, ça me permet d'avoir un petit revenu, le temps d'avoir une activité vraiment qui tient la route et qui se développe. Et ça vous fera du contenu à suivre, donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, comme ça on se reverra et vous verrez du coup la transition que je vais opérer d'un point de vue professionnel et probablement aussi personnel. Alors voilà, je ne sais pas si ça fonctionnera, cette reconversion, mais il fallait que j'essaye. Je voulais pas être une vieille grincheuse à 70 balais en me disant « Ah, si j'avais su, j'étais douée là-dedans, j'aurais dû le faire ». Voilà, j'essaye, ça marche tant mieux, ça marche pas, tant pis, il n'y aura pas mort d'homme, je retrouverai du travail.
voilà, advienne que pourra. En tout cas, merci à tous pour vos encouragements, pour votre soutien permanent, pour vos abonnements, pour vos commentaires sous les vidéos. Voilà, je pense qu'on va se revoir très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, faites plein de copeaux. Bye bye! Et maintenant, je peux dire que je suis menuisière. Je sais pas tout sur le métier, hein, j'ai pas dit ça. Mais je suis menuisière.